On a d'ailleurs vu quelques opérateurs et quelques avionneurs chinois qui ont fait le déplacement pour le Cameroun pour voir de quelle manière ces appareils pourraient également être mis en circulation. Il faut dire que dans le cadre de la coopération entre le gouvernement du Cameroun et Exim Bank China, c'est la somme de 34,5 milliards de francs CFA qui a été débloquée pour l'achat de ces 3 aéronefs. Mais le problème de certification se pose. Donc on se rend compte effectivement qu'au moment où la compagnie nationale Camerco, qui prend son envol depuis 2011, a d'énormes soucis de difficultés, et d'énormes difficultés. On a vu également le cas, c'était tout récemment à Yaoundé, lors de cette manifestation par des passagers de Camerco qui n'arrivaient plus à rallier Paris parce qu'on indiquait que le JA, lui, avait d'énormes difficultés parce qu'il était justement en réparation. Donc on ne peut pas comprendre aujourd'hui comment la compagnie nationale dispose quand même de 2 aéronefs, donc les 737-700, ils n'arrivent pas à convoyer les passagers, même si on dit au départ que ces appareils étaient extrêmement réservés donc aux vols domestiques pour rallier les villes de Douala, Bafoussam, Ngaoundéré et bien d'autres villes du Cameroun. Donc c'est un problème réel qui se pose avec acuité. Mais ce qui est surprenant, Serge, c'est que ces MA60 ont permis quand même au ministre de la Défense des Relations extérieures à effectuer des voyages hors du Cameroun. Et là, il n'y a pas eu de problème d'immatriculation, de certification. Pourquoi c'est pour Camerco que ça pose problème? Le problème de base est celui de la transformation de ces appareils pour qu'ils deviennent des appareils civils. Au départ, ce sont des appareils militaires, donc qui sont immatriculés TJX, TJX pour l'armée. En fait, les 3 ont pratiquement la même immatriculation. Et TJ, c'est un peu le code du Cameroun. Donc, ces appareils ont été certifiés du côté de la Chine. La certification suppose que la compagnie nationale qui passe la commande auprès d'un avionneur doit avoir le suivi dans la matérialisation, dans la conception même de ces appareils, c'est-à-dire les équipements, la carrosserie, et puis voire même la peinture. Il faut un suivi effectif pour qu'on puisse effectivement consacrer donc cette notion de mise en route même de ces appareils. Ça a été fait. Ces avions ont été certifiés en Chine, mais pas par l'autorité aéronautique nationale, qui pour l'instant n'a pas encore donné le quitus pour que ces avions puissent être mis en circulation dans notre pays, le Cameroun. Donc cette certification permet à ces appareils de partir de la Chine et traverser quelques pays quand même le temps de se rendre au Cameroun. Donc vous avez dit tout à l'heure, le ministre, au niveau de l'armée, ces appareils ont bien sûr le droit de circuler, mais comme ces appareils ne sont pas encore transformés en appareils pour transporter des civils, ça crée normalement des difficultés. Mais la première position a été celle de la compagnie nationale, donc de demander à son opérateur, donc avionneur, qui a pu mettre à sa disposition ces appareils, d'envoyer toute la documentation nécessaire. Le comble des malheurs, c'est que ces appareils, la documentation de ces appareils est arrivée en langue, dont c'était le mandarin. Il fallait transcrire et quelques lignes étaient simplement en anglais. Difficile donc de comprendre, donc du côté de Camerco, de recevoir ces documents, mais qui auront du mal à être envoyés parce que l'autorité aéronautique nationale a reçu ces documents, mais la transcription a effectivement pris beaucoup de temps. 6 mois après la conséquence, ces appareils sont encore cloués au sol. Encore est-il que le tout n'est pas de recevoir la certification pour ces appareils, il faut en principe les immatriculer. Donc pour le compte du Cameroun, c'est un chemin encore. C'est quand même assez curieux que c'est lorsqu'on achète un avion que l'on pense aller apprendre du mandarin pour la traduction des textes, c'est assez surprenant. Alors, Elie Smith, voilà un peu les pays du tiers-monde qui manquent de l'argent pour des projets structurants, qui manquent de l'argent pour organiser des élections, mais qu'on trouve quand même qu'on peut prendre 34 milliards pour s'offrir des avions et puis les abandonner. C'est quand même assez paradoxal. Oui, c'est paradoxal. Et puis les avions MA60, c'est des bons avions. Contrairement à ce que j'ai suivi, les gens disent ici que ce n'est pas des bons. Moi, j'ai vu les avions, là, le gouvernement congolais utilise Nouvelle Air Congo et ça vole très bien. Je pense que c'est ce qu'on a dit l'autre jour ici. Il faudra qu'on soit sérieux. On ne peut pas vouloir être un pays émergent ou faire des projets structurants. Et quand on a des avions qui peuvent faciliter, vous savez, la locomotion des gens, donc la fluidité de la population aide aussi à la croissance d'un pays. Et puis, c'est un boost pour l'économie. Alors Serge Bondian, on se rappelle quand même que l'ancien ministre des Transports, le professeur Robert Nkili, était venu rassurer les populations à travers une grande interview relayée par les chaînes de télévision que la certification était imminente, que l'immatriculation était imminente, mais malheureusement, il ne pourra pas parachever son œuvre puisqu'il fait partie de ce département ministériel. C'est bien dit et également c'est dommage, il n'aura pas vu ce rêve de voir donc l'immatriculation de ces appareils. Comme le disait tout à l'heure Elie Smith, il y a même eu une problématique qui s'est posée lors de la conception de ces appareils, même le coût
a été un peu lourd par rapport à celui qu'aura bénéficié la République du Congo, qui a quand même réduit au niveau de l'achat, et ce coût était relativement bas que celui du Cameroun, avec à la clé la formation même des pilotes et même la maintenance de ces appareils-là du côté du Congo. Donc il y a le coût qui a fait problème. Mais ce qu'on pourrait également souligner aujourd'hui, c'est que Cameco s'engage dans une véritable dynamique, mais on a également surpris, parce que lors du lancement de la compagnie en 2011, on a quand même vu la manière avec laquelle on a réussi à certifier les 3 premiers aéronefs du Cameroun sous la marque Boeing 737-700, qui circulaient quand même, et quelques semaines seulement après ont été mises en circulation. Mais le cas de ces MA60, qui pose encore problème aujourd'hui, ces aéronefs sont cloués là au niveau de l'aéroport international, donc à l'ancien aéroport international de Douala, attendent simplement cette certification-là. Pendant ce temps, la compagnie rencontre d'énormes difficultés sur le plan financier, sur le plan de la trésorerie même, alors que les dispositions avaient été prises. La question maintenant, c'est d'aller savoir ce qui se passe au niveau de l'autorité aéronautique, pourquoi on n'a pas ces certifications-là, et de deux, où en est-on avec son immatriculation. On espère bien qu'on pourra avoir des éléments de réponse, parce qu'il y a urgence dans l'accompagnement même du secteur du transport aérien au Cameroun, parce que la compagnie nationale est véritablement en train de mourir de sa propre mort. C'est donc un ciel orageux pour notre compagnie nationale aérienne. Merci Serge Baudet d'être passé ce matin, et nous espérons bien évidemment de lever avec vous d'autres sujets dans les toutes prochaines heures. Bonne suite à vous. Merci. Dans une poignée de secondes, on va recevoir Lille Piedjou ici pour la continuité de cette page spéciale consacrée au Cameroun, avant de poursuivre avec l'actualité sur le plan du continent africain. Alors, Elie Smith, vous qui avez eu le temps de voyager, vous vous rendez compte qu'il y a des petites compagnies aériennes qui émergent, qui aujourd'hui sont des références. On peut citer par exemple Askai, c'est pas de la publicité, qui aujourd'hui est en train d'héberger, qui a créé, qui s'est développé pour des vols domestiques avec un hub qui permet maintenant aux passagers de pouvoir quitter, aller soit en Europe, en Amérique, etc. Est-ce que cela peut pas être possible au Cameroun avec des petits vols domestiques? C'est possible. Le problème de Camer, c'est les Camerounais eux-mêmes qui sont en train de vouloir tuer Camer avec leurs problèmes individuels. Je pense que si on avait une bonne circulation du vol domestique à l'intérieur, ça pourrait faciliter. Nous avions des régions qui sont des régions qui peuvent être lucratives, comme les régions du Grand Ouest, par exemple l'Ouest et le Nord-Ouest, et puis le Grand Nord et l'Est du Cameroun. En fait, le problème de Cameco, c'est que c'est les Camerounais eux-mêmes qui veulent tuer Cameco, parce que visiblement, il y a des gens qui n'aiment pas l'actuel directeur général du Camer, donc parce que vous n'aimez pas une seule personne, donc vous allez mettre en péril une compagnie aérienne. Une compagnie aérienne et même l'image de tout un pays. Voilà, l'image du Cameroun qui est ainsi écornée à travers ce dysfonctionnement que l'on observe de part et d'autre dans cette compagnie nationale aérienne qui a du mal à véritablement décoller depuis 2011, date à laquelle le président de la République a signé un décret portant création de Camerco Cameroun Airlines Corporation. Lille Piedjou, bonjour. Bonjour Louis Roger, bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent une fois de plus ce matin. Décidément, le président Paul Biya est pratiquement sur tous les fronts. Après ce décret, après le deuil national, cet argent envoyé aux familles des victimes, le président de la République est encore du côté du Logogne pour reconforter les populations. C'est vrai qu'il n'est pas là physiquement, mais il a ses représentants dans les différentes régions du Cameroun, notamment le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiawa Bakari, a porté hier soir un message de réconfort aux victimes de ce naufrage survenu sur le Logone. On se souvient que c'était le jeudi 8 octobre 2015. 2 pirogues de fabrication artisanale chaviraient donc sur le Logone, portant pratiquement à 11 morts et de nombreux blessés. Et parmi ces morts, un nourrisson, des femmes enceintes qui cherchaient donc à traverser le Logone pour se retrouver de l'autre côté. Et malheureusement, cela n'a pas été le cas cette fois-là. Et aujourd'hui, le chef de l'État apporte des appuis financiers et même des denrées alimentaires pour soutenir les familles durement éprouvées de ce côté-là. Il faut quand même dire que cette partie et cet entraînement du Cameroun est fortement paralysée par des attentats suicides perpétrés par Boko Haram, par ces effondrements de digues, maintenant sont des naufrages.
C'est vraiment très difficile pour ces populations de vivre tout cela. Il faut le dire, hein, Roger, c'est très difficile pour ces populations. Déjà, c'était même une des doléances qui a été faite hier au cours de la présence de cette petite cérémonie organisée de ce côté-là par le gouverneur. Les populations réclament la présence des pirogues à moteur. Ça faciliterait donc leur mouvement sur le Logone de ce côté-là. Vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, déjà, il y avait une convention qui a été signée du côté de Yaoundé pour la construction d'un pont sur le Logone. Vivement que ce pont-là soit opérationnel pour faciliter les tâches du côté de ces populations-là. Chaque semaine, chaque année, on enregistre de nombreux décès à cause de ces pirogues artisanales utilisées par les populations, même si on va trouver que ça va prendre du temps, mais la promesse est déjà faite par le chef de l'État de construire un nouveau pont qui va limiter certainement que les bateaux ou les pirogues artisanales ne puissent chavirer sur le Logone. Merci Lille Piedjou pour cette autre information. Et pourtant, il y a un plan d'urgence qui a été initié par le chef de l'État pour cette partie septentrionale. On se demande où sont passées les élites de l'extrême nord, parce qu'il faut également, c'est quand même regrettable qu'au XXIe siècle, les gens aient encore des pirogues artisanales pour la traverser. Et pourtant, c'est à portée de main, à portée de toutes les bourses et surtout des pouvoirs publics. Malheureusement, Roger, ce sont les réalités du Cameroun. On promet, on fait des plans d'urgence sur papier, mais il n'y a pas l'implémentation sur place, sur le terrain. Il faut se rappeler que lors du dernier Conseil de ministres, le chef de l'État a mis l'accent dessus, mais la matérialisation pose toujours un problème. On se demande bien qu'est-ce qui bloque. Est-ce que les élites ne cherchent pas juste à se bourrer les poches personnellement et oublier cette population-là? Mais toujours est-il, au regard de tout ce qui se passe là-bas, qu'il y a urgence véritablement de mettre sur pied ce plan d'urgence. C'est vrai qu'il y a des élites du nord, de l'extrême nord, qui sont en prison. Il y a certains qui sont décédés. De ce côté-là, on se demande bien maintenant sur qui est-ce qu'on va s'appuyer. Il y a quand même le président de l'Assemblée nationale qui est là, il y a le secrétaire d'État à la santé, il y a d'autres élites de ce côté-là qui peuvent mettre la main dans la pâte pour booster ce plan d'urgence, pour éviter que les populations de cette partie du pays ne puissent souffrir autant. Pourtant, le chef de l'État a mis sur pied des dispositions pour améliorer leurs conditions de vie. Et il faut le dire avant de sortir, Roger, que la région de l'extrême nord est en proie également depuis hier à de nombreuses attaques encore de Boko Haram. Vous comprenez qu'il y a urgence de mettre sur pied ce plan d'urgence. Il y a urgence en la débord, pour ne pas dire péril en la débord. Alors, Elie Smith, voilà également des contrastes au Cameroun. Les populations parfois sont oubliées et pourtant, il y a des politiques qui sont mises en place. Pourquoi ne pas penser à un moment donné à des pirogues à moteur et non ces pirogues artisanales qui permettent à chaque fois d'enregistrer des morts par dizaines? Oui, c'est malheureux parce que là-bas aussi, comme vous avez bien dit, il y a des élites là-bas qui sont des représentants de ce peuple quand même avant, parce que je crois que c'est JF Kennedy qui avait dit une fois, avant de demander ce que ton pays a fait pour toi, qu'est-ce que toi tu as fait à ton pays? Donc les élites, là, au lieu d'attendre que le gouvernement les achète les pirogues à moteur, je crois qu'ils sont là, les ministres qui sont là depuis les 30 ans, qui ont assez d'argent, ils pouvaient même faire un effort d'acheter une pirogue à moteur ou deux pour faciliter la traversée de ce fleuve. Donc, je crois que c'est aussi, oui, l'État, comme Lille a dit tout à l'heure, entre ce qu'on écrit et la réalité sur le terrain, mais je pense que les élites aussi doivent assumer leurs responsabilités au lieu d'attendre à tout moment que c'est l'État qui fasse tout pour eux. Je voudrais que nous parlions, n'est-ce pas, de cette manifestation d'étudiants en Afrique du Sud qui souhaiteraient bien évidemment que les frais universitaires ne soient pas revus à la hausse. On parle, Patrick Essian d'abord, pour vous accueillir, d'une légère hausse de 10%. C'est donc cette goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Bonjour. Bonjour Louis Loger, bonjour à Elie, bonjour à nos téléspectateurs. C'est vrai qu'en Afrique du Sud, ça bouillonne côté étudiants. On avait encore à peine des éléments de solution par rapport à la crise de l'exploitation minière. Voilà que les étudiants rentrent dans la danse. 10%, les étudiants disent, ça fait un peu trop. Et dans un contexte où on a l'impression que finalement c'est une grève qui, certes, est partie de Johannesburg, qui finalement s'étend
pratiquement sur l'ensemble du territoire. D'ailleurs, il y a eu un affrontement au niveau, n'est-ce pas, de Durban, où les étudiants ont fait la marche et puis finalement se sont retrouvés devant le Parlement. C'est une situation assez complexe quand on sait que la jeunesse est majoritairement représentative sur le plan de la population en Afrique du Sud et que quand elle grogne, ça peut toucher tous les autres secteurs. On a d'ailleurs vu le ministre des Finances, lors de son exposé au Parlement hier, tenter finalement de répondre avec un peu plus on va dire, de concession à cette demande des étudiants quant aux infrastructures et même au déploiement qu'il faudrait faire en termes d'investissement pour redynamiser le côté formation et notamment dans les universités en Afrique du Sud. Cela ne convainc pas les jeunes. C'est environ maintenant une vingtaine d'universités finalement qui se sont embrasées. On espère que d'ici à là, ça va se calmer, mais ça bouillonne du côté de l'Afrique du Sud. Ah, ça bouillonne aussi du côté du Congo-Brazzaville, même si c'est un calme apparent. Nous sommes à quelques jours seulement de ce référendum constitutionnel qu'une bonne partie de la population ne voudrait pas. Oui, la population ne voudrait pas, tout simplement parce que on veut changer les règles du jeu en cours de match. C'est comme on est dans un match, canon contre tonnerre, et puis à un certain moment, l'arbitre décide de changer. Donc en fait, le problème, c'est que la constitution congolaise est claire. C'est 2 mandats de 7 ans et après, vous partez. Mais le président Denis Sassou Nguesso estime qu'il a tellement fait pour le Congo que même Napoléon n'a jamais fait pour ce que Napoléon n'a jamais fait pour la France. Et il veut donc changer la constitution. Mais c'est ce que les sociétés civiles congolaises et les partis de l'opposition disent non et disent qu'en fait, ça fait déjà 32 ans que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir. Rappelez-vous, il est venu comme dans 63, en 68, avec Marien Ngouabi, quand ils ont fait le coup d'État, il était ministre de la Défense et chargé de la Sécurité. Et en 79, il est venu au pouvoir, donc il est là depuis. Et il est parti en 92 et il est revenu d'une manière controversée. Donc il a chassé le président démocratiquement élu du Congo, Pascal Lissouba, et il a pris le pouvoir, gagné 2 élections dans les conditions un peu douteuses, mais quel qu'en soit le cas, il fallait que le Denis Sassou Nguesso respecte la Constitution et lui ne veut pas. Voilà que la société civile congolaise et les partis d'opposition disent non, c'est non, donc 32 ans, c'est trop et ça suffit. Voilà, et ce soir d'ailleurs, il y a une émission tout à fait spéciale, Peur sur le référendum. Patrick Christian Dobos, c'est vous qui allez d'ailleurs l'animer. Oui, vous faites bien de le préciser. Dans la dynamique et même la vision de Canal de Info, au cœur de l'actualité, sans finalement attendre des fruitures, de manière quotidienne, on va dans le cœur, n'est-ce pas, de l'information. Et ce soir, nous serons là pour aborder cette question. Plus que 48 heures, 72 au plus, ce référendum de toutes les peurs, de tous les dangers du côté du Congo, on va dire que finalement la grogne de la rue permet finalement au Congo et à l'Afrique centrale de retenir son souffle. Mais je voudrais préciser quelque chose. On a déjà eu à le dire ici. Il y a ce jeu d'alliance qui va compter. Vous avez d'ailleurs vu la sortie de François Hollande hier. On a véritablement l'impression que c'est à ce niveau que certaines choses se jouent. Et quand on entend le président français reconnaître le droit de Denis Sassou Nguesso de consulter son peuple et d'appeler finalement à la pacification, à la concertation, c'est le discours qu'on entend du côté du camp présidentiel au Congo. Et on a bien l'impression que finalement, les choses sont bien huilées dans l'axe Brazzaville-Paris. Mais il faut également vous parler de bien huilé parce que cela a son prix. Le président français, François Hollande, ne peut pas se prononcer pour des prébendes. Donc certainement, il y a une partie, le sous-sol qui va en pâtir. En tout cas, ce ne serait pas une première, lui, Roger. Vous savez quel est finalement l'impact et la présence de Total en République du Congo-Brazzaville sur l'exploitation minière. Elie évoquait tout à l'heure le retour controversé de Denis Sassou Nguesso lorsque finalement Pascal Lissouba a dû finalement lever le camp de manière assez cavalière. On sait très bien qu'il y a eu beaucoup d'engagements et de tractations pétrolières avec des documentaires qui ont même prouvé l'implication de Total finalement dans ce débarquement et forcément de la France. Donc, une implication de la France où des concessions et des tractations ne seraient pas une première. Mais aujourd'hui, la question qu'on va poser reste fondamentale. Que gagne le peuple congolais dans tout ça? C'est ce que la question est très bien posée, Patrick Christian d'abord. Mais que gagnent le Ghana et le Nigeria
avec cette bataille au sommet pour ce qui est de la question du gaz, Elie Smith? Que gagne, c'est que le Nigeria est déjà deuxième producteur de gaz en Afrique et peut-être va dépasser l'Algérie parce qu'ils ont une très grande potentialité gazière. Et ce qu'ils font, ils ont construit un pipeline qui achemine le gaz du Nigeria jusqu'au Ghana et qui va même arriver bientôt en Côte d'Ivoire. Mais le problème, c'est quoi? C'est un peu ce que nous avions parlé hier avec le problème de pays exportateurs de matières premières. Le Ghana est frappé, est touché de plein fouet par la crise ou le réajustement de l'économie chinoise. Et puis, ici au Cameroun, souvent on se plaint des délestages. Si vous étiez vraiment au Ghana, je ne sais pas ce que vous deviez dire. Et le Ghana n'a pas l'argent pour payer le gaz que le Nigeria a fourni, dont le Nigeria a menacé de couper le gaz au Ghana. Mais le président ghanéen est venu au Nigeria et a contacté son homologue nigérian et tout est déjà en ordre parce que si le Nigeria décide aujourd'hui de couper ce gaz, je crois que le Ghana va être dans le noir. Et si le Ghana est dans le noir, et elle serait en récession économique, donc ça va créer une crise économique. Là, mais c'est un exemple de la coopération sud-sud et puis la coopération intra-africaine qui est aussi une manière alternative et pour un peu subir les aléas du choc de marchés internationaux, comme quand il y a la Chine qui a des problèmes et tout le monde commence à pleurer. Alors, c'est le même problème avec la Russie et l'Ukraine, et bien évidemment. Tout à fait. C'est quand même avec ces petites choses-là qu'on tient souvent certains États. Lorsque vous toussez un peu, on ferme un peu le robinet. Est-ce que ce n'est pas également une politique qu'il faudrait revoir? Oui. Bon, maintenant, sur le cas de la Russie et l'Ukraine, il y a un petit bémol. Le problème est que les Occidentaux sont malhonnêtes et ne sont pas honnêtes avec la Russie. La Russie fournit le pétrole à l'Ukraine et à l'Europe de l'Est et à l'Ukraine à un taux préférentiel. Et puis, les Occidentaux lui disent déjà que non, diminue encore plus bas du prix. Mais sur le cas du Ghana et du Nigeria, c'est que le Nigeria fournit le gaz, pas seulement au Ghana, au Togo et aussi, et puis au Bénin. Mais maintenant, les Nigérians ne font pas du chantage aux Ghanéens. Mais le problème des Ghanéens, c'est que tu as un ami, il est pauvre ou il est en difficulté. Actuellement, le Ghana a déjà fait un prêt au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. Donc, ils sont vraiment en crise économique parce qu'ils ont découvert le pétrole, mais à un mauvais moment. Le prix du baril de pétrole a chuté, les prix des autres matières premières, qui est le cacao, aussi a chuté, et le prix de l'or, parce que le Ghana, vous savez, on appelait à l'époque Gold Coast, a chuté parce que le plus grand consommateur de l'or, c'est toujours la Chine, et puis peut-être l'Inde, mais en particulier la Chine. Elle est en train de faire un certain réajustement de son économie. Voilà pourquoi le Ghana est en difficulté aujourd'hui. Et là, la solidarité africaine a bien joué. On n'a pas joué au capitalisme, parce que si les Nigérians devaient jouer au capitalisme pur, on devait déjà couper les robinets du gaz envers le Ghana. Vous parlez très bien de solidarité, Elie Smith. C'est ce qui se passe également entre Bachar al-Assad et Vladimir Poutine. C'est cette solidarité. Bachar al-Assad est quand même allé dire à Vladimir Poutine « Merci pour m'avoir aidé à mettre hors d'état de nuire l'État djihadiste et autres regroupés dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'État islamique avec une branche en Afrique de l'Ouest. Patrick Christian d'abord, mais ce qui frappe, c'est le silence. Il n'y a pas eu assez d'informations. C'est quand Bachar al-Assad est rentré à Damas que l'information a été rendue publique. C'est quand même assez surprenant. Mais c'est de bonne guerre, lui, Roger, dans un contexte de conflit comme celui-là, où les règles de conflit sur le plan international semblent même ne plus être respectées. Donc, un missile qui partirait là pour abattre un avion dans lequel se trouverait Bachar al-Assad ne ferait pas beaucoup de dissension dans le monde occidental, qui demandait à un certain niveau même son départ sans condition. Donc, il me semble qu'on a des choses peut-être qu'on peut reprocher à Vladimir Poutine, mais il fait preuve d'une finesse et d'une grande, finalement, capacité dans les stratégies. Vous vous rendez compte, Bachar al-Assad arrive, repart. Est-ce que les Occidentaux étaient au courant? Peut-être, peut-être pas, mais il y a aussi que cette peur d'affronter finalement Vladimir Poutine de manière assez ouverte. Et quand même là, vous voyez que les États-Unis qui acceptent de se partager le ciel de la Syrie avec la Russie, ça veut dire qu'on a conscience de la capacité de nuisance et de la force de frappe de la Russie. Vous voyez aujourd'hui le discours
au niveau des Occidentaux et même de la Turquie, qui voulait à tout prix un départ sans condition de Bachar al-Assad comme condition sine qua non de la résolution du conflit syrien, commence à changer. On commence à parler d'une éventuelle négociation, on commence à laisser un peu de possibilité de voir Bachar al-Assad rester pour une solution politique. Il va sans dire que finalement Vladimir Poutine est en train de rééquilibrer les choses. Alors, c'est le même avis que vous partagez, Elie Smith? Oui, je partage, j'ai une petite bémol, mais je partage, c'est parce que Vladimir Poutine, c'est un grand joueur d'échecs. Il a vu les Américains passer, les deux peuples guerriers ou qui aiment guerroyer, c'est les Britanniques et les Américains. Voilà un pays, les deux pays, et ce sont les seuls pays dans le monde occidental qui a une croissance économique qui se fait, mais 10 ans de guerre en Afghanistan et en Irak a sapé le moral social et même de la société civile américaine et britannique, donc ils ne peuvent pas le faire. Et de l'autre côté, Vladimir Poutine a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est que oui, Bachar al-Assad est un dictateur, mais c'est un dictateur avec lequel on peut discuter. C'est comme entre l'État islamique qui a montré sa sauvagerie, sa brutalité, et Bachar al-Assad, rapidement, même dans le monde occidental, vous avez vu ce que Donald Trump, candidat aux élections présidentielles aux États-Unis, a dit. Donc c'est ça. Et autre côté, il y a un problème, l'hypocrisie occidentale, est que les financiers des États islamiques, c'est deux pays majeurs. Il y a le Qatar et il y a l'Arabie Saoudite. C'est eux aussi qui financent ce qu'on appelle la Ligue musulmane internationale, par laquelle ils financent ce que nous avions aujourd'hui, qu'on appelle le Boko Haram, le AQMI, le Moudjahou, le Al-Shabaab. Donc, c'est que les pays occidentaux jouent avec quelque chose de très dangereux et ils n'apprennent pas. C'est la même chose qu'ils avaient fait pour financer les Moudjahidines contre les Russes en Afghanistan, et ces Moudjahidines, c'est métamorphosé et est devenu ce qu'on appelle Al-Qaïda, qui est aujourd'hui, qui les a fait du mal et qui a fait du mal pendant les deux attaques. D'abord en 98 au Kenya et en Tanzanie, et puis le nec plus ultra, c'est quand en 2001. Le 11 septembre. Voilà. Alors, je voudrais quand même que l'on essaie d'analyser cette finesse politique dont vous parlez tout à l'heure, Patrick Christian Dobo, en évoquant est-ce que Poutine n'a pas-il peur peut-être d'un attentat, ou alors que l'avion de Bachar al-Assad puisse peut-être prendre un missile dans les airs? Alors, pourquoi avoir attendu qu'il soit rentré à Damas pour révéler l'information? Alors, un véritable jeu d'échecs, comme le disait Smith, c'est où placer ses pions. Et on a coutume de dire que la prudence, c'est le début de la sagesse. Il me semble que Vladimir Poutine, ancien patron du KGB, le puissant service de renseignement de la grande URSS à l'époque, sait où placer ses pions et sait où il va. Donc c'est un joueur d'échecs patenté, c'est d'ailleurs un sport national du côté de la Russie et de tous ces États qui ont formé l'URSS dans l'époque. Donc Vladimir Poutine sait à qui il a affaire, la force de ses adversaires et peut-être même la capacité de ses adversaires à déjouer un certain nombre de plans. Et dans cette posture de véritable jeu d'échecs, de chef d'orchestre, il sait aussi qu'il faut être prudent. On a beau être fort, on a beau avoir la capacité de nuire les autres, mais il faut tenir compte de la capacité de nuisance des adversaires. Il me semble que c'est dans cette optique-là que Vladimir Poutine prend un certain nombre de risques. Vous voyez, de manière symbolique, s'il arrive quelque chose aujourd'hui à Bachar al-Assad, toute la campagne russe et cette stratégie finalement d'hégémonie retrouvée de la Russie peut tomber à l'eau. Donc finalement, Bachar al-Assad est comme un fonds de commerce pour Poutine aujourd'hui et il a intérêt à préserver son fonds de commerce. Elie Smith. Oui, je voulais conclure en disant que sur le problème de Poutine, c'est que Poutine a vu qu'au sein même de l'administration américaine, ils se battent entre eux, entre le département d'État, le Pentagone, et puis la Maison-Blanche. On n'a pas trouvé une stratégie cohérente en Syrie. Et deuxièmement, je pense aussi, j'ai dit, c'est aussi un aspect économique. Barack Obama a vu que aller faire une guerre aujourd'hui en Syrie, et puis autre chose qui est importante dedans, c'est l'implication de l'Iran. Les Iraniens ne sont pas des Arabes, ce sont des Persans. Et puis, c'est une autre confection religieuse qu'on appelle le chiisme au sein du grand rassemblement musulman. Et puis, entre eux, il y a cette conflit qui se fait entre les sunnites. La puissance sunnite, c'est l'Arabie Saoudite. Et la puissance chiite, c'est l'Iran. Et quand l'Iran s'implique,
nous savons la capacité de nuisance de l'Iran dans une guerre asymétrique dont les Américains ne veulent pas s'y mettre dans tout ça. Et Vladimir Poutine, en tant que stratège, l'a compris. Et puis même en Europe occidentale, vous avez vu un peu la position d'Angela Merkel, qui dit déjà que, bon, écoutez, nous pouvions discuter avec Bachar al-Assad parce que c'est comme entre le sida et puis le malaria, ou l'Ebola. Ou l'Ebola, il y a un problème. Oui. Alors, Patrick Christian, d'abord, vous voulez réagir, allons-y. Oui. Alors, Ellie Smith vient d'évoquer un aspect qu'il faut prendre aussi en compte dans la configuration même géostratégique et même dans la configuration géographique de cette partie du monde. Vous savez, le grand empire perse de l'époque, aujourd'hui, l'Iran peut se revendiquer de cette puissance. Et quand vous voyez des blocs comme la Russie, qui a quand même envie de reconstituer une partie de sa force de l'ancienne URSS, vous avez la Chine, qui ne dit peut-être pas grand-chose, mais qui observe avec des velléités de liaison avec la Russie. Donc imaginez, la Chine, la Russie et l'Iran qui entendent lever la tête. Le monde occidental doit réfléchir à plus d'une reprise avant de prendre un certain nombre de décisions. Le monde occidental qui n'arrive pas toujours à bien réfléchir par rapport à la situation des migrants. Aujourd'hui, ils sont des milliers et des milliers qui affluent. L'Allemagne qui se vantait d'avoir réservé un accueil aussi chaleureux à ces migrants, aujourd'hui est complètement dépassée. La France, bref, l'Europe aujourd'hui est envahie par ces migrants. C'est une situation que nous avons eu à relever ici sur ce plateau. Voilà l'Europe aujourd'hui qui doit payer les frais de ces multiples foyers de tension créés à travers le monde. Oui, c'est non seulement ces multiples foyers de tension, mais il me semble que la goutte d'eau qui a finalement débordé le vase, c'est cette volonté manifeste de l'Europe et de l'Occident notamment à désintégrer la Syrie. Vous savez, la Syrie était un peu comme une espèce de tampon dans le Moyen-Orient par rapport à tous ces conflits entre Israéliens, Palestiniens et autres. Et donc, cette volonté manifeste de désintégrer la Syrie est en train de rebondir, en plus déjà du flux qui existait au niveau de la Méditerranée avec la Libye qu'on a réussi à désorganiser. Dieu merci pour cette fois-ci, Vladimir Poutine et la Chine n'ont pas donné l'accord pour se faire tromper finalement, comme cela a été le cas en Libye. Mais écoutez, l'Allemagne a fait preuve d'une bonne volonté, peut-être avec des calculs économiques, c'est de son droit. Angela Merkel a joué sur cette tablette-là, mais rapidement, l'Allemagne est débordée. Et vous avez des pays comme la France qui jouent toujours à un jeu, on va dire quand même assez flou, en se positionnant comme défenseur des droits de l'homme, comme un regard social sur ces questions-là, mais finalement qui ne font pas de grandes choses. On ne voit pas de véritables actes concrets qui permettent de dire que des solutions pour la gestion de cette crise migratoire sont trouvées. Donc voilà, l'Allemagne est débordée, les pays des Balkans sont asphyxiés, et plus grave encore, c'est que l'hiver s'annonce, le froid est présent, donc en plus de cette crise migratoire, il risque d'avoir un drame humanitaire à ces frontières-là. Drame humanitaire en perspective à cause de cet afflux de migrants. Ellie Smith, quelle est la stratégie que la communauté internationale devrait aujourd'hui prendre pour essayer de contenir cette population qui est à la quête d'un bien-être? C'est bien difficile parce qu'on ne sait pas. C'est même le cadeau que l'Union européenne a offert à la Turquie. La Turquie refuse parce qu'ils veulent protéger, ils veulent que beaucoup de réfugiés restent en Turquie. Mais je voudrais leur rappeler qu'il y a une stratégie mise en place par la droite américaine qu'on appelle la stratégie du Grand Moyen-Orient, dont la répartition, la réconfiguration territoriale de tout ce pays-là. Je crois que c'est ça aujourd'hui qui tombe devant leurs portes. Et le malheur est que même aux États-Unis, les candidats, il y a Donald Rumsfeld, il y a Benson, qui ne veut pas, parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas cet afflux massif des gens du Moyen-Orient. La stratégie a été mise en place pour la protection d'Israël, parce que fragiliser les pays arabes a devenu bien, mais aussi vous devez savoir que compactiser la Syrie, par exemple, va faire que la minorité alaouite revient à l'esclavage de 1000 ans qu'ils ont toujours subi face à la majorité sunnite. Donc, il y a quelque chose que les Occidentaux ont oublié, mais je crois que c'est aussi à l'aide avantage. Merci Ellie Smith. On va se retrouver tout à l'heure. Le temps de parler avec Patrick Christian d'abord de la santé du pape. Ça ne va pas. Le pape François souffrirait d'une tumeur au cerveau. Une information qui a été démentie par le Vatican. C'est quand même une grosse actualité. Oui, je dirais plutôt à votre suite que certains veulent faire croire que ça ne va pas. Le démenti de Federico Lombardi est clair.
il n'y a pas à s'inquiéter sur la santé du pape. D'ailleurs, on l'a vu dans son show lors de sa récente visite américaine. On a vu le pape présent à l'ouverture du synode, le synode sur la famille, qui va d'ailleurs s'achever ce dimanche du côté de Rome. À la vérité, vous savez, cela participe aussi des tentatives de déstabilisation. Le pape François est arrivé avec une nouvelle dynamique. C'est un pape qui se présente avec un fer de lance d'humilité. Il veut révolutionner même la curie romaine dans ses habitudes, dans sa gestion et même dans la vision qu'on a de l'Église. Il prend des décisions fortes qui ne plaisent toujours pas à certains tacites ou même à certains progressistes qui pensaient qu'il allait finalement révolutionner de manière dogmatique, n'est-ce pas, les droits canons de l'Église. Donc, tout cela participe finalement de la vie et de quelques tentatives qu'il peut avoir autour de cette vision de cet homme quand même qui finalement présente le siège de Saint-Pierre, la succession de Saint-Pierre, comme étant un siège où finalement on peut paraître aussi homme et être aussi malade. Voilà. Alors, merci Patrick Issa de votre aussi sa transition. Aimé Catherine Boukoui, bonjour. Bonjour Louis Roger. La revue de presse cybernétique. Ce matin, c'est tout d'abord Centrafrique Libre qui titre La Samba Panzani brade des mines à l'insu du peuple et sous les yeux impuissants des politiciens. D'après le site d'information centrafricain, la vengeance de Madame Samba Panza et ses sbires contre le peuple et sur les richesses minières de la RCA est loin de s'estomper. Les leaders de la transition seraient décidés à se servir. Le ministère des Mines aurait accordé de nombreux contrats miniers aux opérateurs économiques angolais en toute opacité. Des concessions auraient été bradées à ces derniers à Balaka, à Bokaranga et un peu partout dans le pays. Du côté des voies du Burundi, Iwaku, on nous apprend qu'un technicien de la RPA, arrêté par la police puis relâché, se dit inquiet. Il s'appelle Silas Majambere. Il aurait été appréhendé par la police hier dans la commune de Buganda à Sibitoke aux environs de 11 h. Ce technicien radio a été relâché après avoir été accusé par la police de faire partie de la rébellion. Sa radio RPA avait déjà été détruite. Ce dernier s'est réfugié chez ses parents pour ne pas subir le même sort que son collègue Eji de Mwemero en prison depuis le 13 octobre. On termine avec RFI.fr qui nous parle du lendemain des manifestations à Brazzaville. D'après le site, un calme précaire règne dans la ville depuis hier. Des échauffourées auraient cependant éclaté entre forces de l'ordre et opposants au référendum de dimanche. Des habitants des quartiers concernés ont fui par crainte de violence. Et pendant ce temps, à Paris, le président français a défendu le droit de son homologue congolais à organiser un référendum. Merci Aimé Catherine Mokouri pour toutes cette actualité. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève cette matinale de l'information sur votre chaîne internationale d'information en continu. Madame, Monsieur, ne quittez pas, nos programmes se poursuivent.